Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les filtres. Alors, qu'est-ce qu'un filtre? C'est ce que nous allons voir dans la première partie. Ensuite, nous parlerons des expressions normalisées qui permettent de déterminer rapidement les caractéristiques d'un filtre. Et puis dans un dernier temps, on fera l'étude d'un filtre de A à Z et on verra comment on fait, quelles informations on peut tirer et surtout quelles sont les conséquences pour un circuit. Alors déjà, pour commencer, définissons l'objet. Un filtre, il faut comprendre tout de suite que c'est un quadripôle. Donc un quadripôle, voilà, j'ai 4 fils à brancher dans un circuit électrique. Alors, qu'est-ce que je peux remarquer tout de suite? C'est que ici, je peux introduire une différence de potentiel entre ces deux fils, une différence que je vais appeler E, comme entrée. Et là, je peux établir une différence de potentiel aussi, que j'appelle sortie. Que fait le filtre? Le filtre est représenté par sa fonction de transfert H, définie comme le rapport de la tension S sur la tension E. Alors évidemment, ça c'est une loi très importante à connaître, parce que toute l'étude du filtre va découler de cette loi. En fait, quand je connaîtrai l'expression de H, je pourrais en déduire les caractéristiques du filtre. Alors, il faut comprendre que ça, c'est une boîte noire, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Mais voilà, il y a tout un réseau ici qui va relier ces câbles. Donc, si je veux faire un filtre, par exemple, je peux dessiner quelque chose comme ça. Donc, ce sont des représentations. Hein. Donc, on peut imaginer une résistance, un condensateur, par exemple, comme ça. Bon. Et donc nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est étudier l'impédance caractéristique de ce système-là, et comme ça, on pourra en déduire la tension ici en fonction de celle-là. Et puis ça va nous donner notre fonction de transfert. Alors, le filtrage, finalement, qu'est-ce que c'est? Le filtrage, c'est une sélection de fréquences. Alors, de fréquence, bon, ça implique que ma tension E, finalement, soit la somme de plein de signaux sinusoïdaux. Bon, par exemple, si je me place en régime sinusoïdal forcé, donc comme c'est le cas pour tout ce qui est le courant alternatif, même dans les circuits de commande, hein, alors j'aurai E qui va être la somme de plein de signaux à fréquences multiples, et ce filtre va permettre de faire une sélection sur les fréquences. Donc il y en a qui vont être dites passantes, quand la tension relative à chaque fréquence sera transmise aussi dans la tension de sortie, mais d'autres vont être dites coupées. C'est-à-dire que j'ai certaines fréquences ici, certaines pulsations, hein, on peut relier la fréquence et la pulsation. Certaines vont être présentes à l'entrée, mais ne seront plus présentes à la sortie. Donc ici, je sélectionne des fréquences. Donc on a deux possibilités, en fait. Soit on dit que les fréquences sont passantes, soit on dit qu'elles sont coupées. Et donc, la décomposition de l'amplitude en fonction des fréquences va être différente à la sortie et à l'entrée, bien entendu. Donc on va pouvoir les relier comme ça. Donc souvent ce qu'on dit, c'est que H dépend de oméga. Alors voyons tout de suite les expressions normalisées qui vont nous permettre de faire des catégories en fait, de filtres. Alors voilà un tableau qui nous permettra de résumer toutes les expressions normalisées qu'on va utiliser pour parler des filtres. Alors, déjà il est important de fixer quelques grandeurs. Alors par exemple, quelque chose de très important, souvent on notera X le rapport adimensionné entre la pulsation, donc la pulsation qui dépend de la fréquence du signal, hein, donc la pulsation divisée par la pulsation propre du filtre. Donc on verra tout à l'heure ce que c'est que la pulsation propre d'un filtre, on la définira hein, dans un filtre du premier ordre. Donc tout de suite remplissons ce tableau, donc on voit que la fonction ici, H, qui est la fonction qu'on étudie, on la fait dépendre de x, parce que bon, voilà, ça va être différent pour chaque fréquence. Hein.
Et donc là, directement, on sait que bon, pour un passe-bas du premier ordre, par exemple, l'expression normalisée sera sous cette forme. Donc là, ici, bah, je peux mettre un facteur hein, sur mon filtre. Donc, h0 divisé par 1 plus jx, ce sera le genre de fonction qui caractérisera les passe-bas du premier ordre. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Mais il faut comprendre que quand la pulsation augmente, donc quand x augmente, alors ici, la valeur du dénominateur, donc là, j c'est j carré égale moins 1, c'est l'imaginaire pur de module 1. Donc quand la valeur absolue du dénominateur augmente, alors ici, j'ai ma fonction h de x qui va diminuer en fait. Son module va diminuer. Donc ici, je vois bien que quand x, imaginons que je fasse tendre x vers l'infini, donc dans le cas d'un passe-bas, hein, dans le cas d'un passe-bas, je fais tendre x vers l'infini, alors je peux dire que mon module de h tend vers 0. Donc ce qui montre bien que ici, je vais couper les fréquences qui sont élevées. Donc d'où l'expression passe-bas. Vous allez voir que pour passe-bande et pour passe-haut, évidemment, là je vais laisser passer une bande de fréquences et là je vais laisser passer les hautes fréquences. Alors l'expression associée au passe-haut pour le premier ordre, je pense que vous l'avez deviné, ça va être l'expression jx h0 sur 1 plus jx. C'est-à-dire que là, quand je vais faire augmenter ma pulsation x, alors le 1 va être négligeable au dénominateur, je vais avoir une fonction qui va être égale à h0. Donc là, ça va passer. Alors que là, vous regardez pour les basses fréquences, vous voyez que là, ce terme-là, donc là, je néglige ce terme par rapport à 1, et il me reste un terme qui est tout petit, ça va couper. D'accord? Alors évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un passe-bas du deuxième ordre du coup? Enfin, un passe-bas, même un filtre en général. Qu'est-ce qu'un filtre du deuxième ordre? Ben, c'est très simple. Premier ordre, c'est quand vous avez ici un polynôme en x. Deuxième ordre, ça va être quand on a un polynôme en x carré. Donc écrivons-le tout de suite. Ici, un passe-bas du deuxième ordre va s'écrire h0 sur 1 plus jx moins x carré. Donc là, ici, quand vous allez augmenter en fréquence, l'amortissement va être beaucoup plus important. Beaucoup plus important parce que vous avez du x carré au dénominateur. Bon, bah, par symétrie, hein, je peux écrire le passe haut. Donc là, en x carré, sur 1 plus jx, plus jx moins x au carré. Alors, attention tout de même, j'ai fait une toute petite erreur. C'est que là, dans ce terme du deuxième ordre, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle le facteur de qualité. Alors, le facteur de qualité, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve en fait sur le terme du premier ordre. Donc le facteur de qualité, Q, est une grandeur qu'on pourra déterminer aussi avec les composants du système. Donc là, ici, bon, voilà, on divise par Q, et là aussi, on retrouve l'expression du facteur de qualité en fait qui va faire, on le verra, on ne va pas le voir sur un exemple, parce qu'on va étudier un exemple un peu plus simple, mais c'est un facteur qui va être déterminant sur la forme de votre diagramme de Bode, qu'on fixera tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le passe-bande. Alors, à votre avis, comment on va faire pour faire un passe-bande avec ces deux fonctions? On a déjà a priori exploité tous les termes. Bon, bah, tout simplement, c'est pas possible. On ne peut pas faire de passe-bande du premier ordre, parce que bon, il faudrait qu'il y ait une racine de x. Bon, vous voyez que c'est un peu, ce serait un peu bizarre. Alors qu'au deuxième ordre, là, on a une vraie possibilité. Au deuxième ordre, eh bien, tout simplement, si on pose jx sur q h0, qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on remarque? Là, on remarque qu'aux pulsations très fortes, on a quelque chose qui va être équivalent à du 1 sur x. Ça va se comporter comme du 1 sur x. Bon, alors évidemment avec une constante, hein, donc une constante pas du 1 sur x. Et là, quand on a des pulsations qui sont très faibles, ça se comporte comme du x. Autrement dit, ça coupe à haute fréquence, ça coupe à basse fréquence. Par contre, pour des fréquences moyennes, alors, imaginons x égale 1, à savoir oméga égale oméga 0, vous êtes pile sur la pulsation propre. Alors, là, vous remarquez que je simplifie le dénominateur, je me rends compte que finalement,
à la pulsation propre, mon filtre il est égal à H0. Ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir trouver la pulsation propre en regardant alors, oui, le maximum, bon, au moins quand ce sera égal à H0, hein, je sais que je serai sur la pulsation propre. D'accord? Ok, alors, il n'y a pas que ces filtres-là, donc passe bas, passe bande, passe haut. On peut citer aussi ce qu'on appelle le réjecteur de bande. Donc qu'est-ce qu'il fait le réjecteur de bande? Le réjecteur de bande, lui, il va supprimer, donc il va faire l'opération opposée en fait du passe-bande, supprimer une gamme de fréquences. Donc en fait, au lieu de mettre ce terme-là au numérateur, on va mettre les deux autres. Donc réjecteur de bande, on va avoir une fonction de transfert qui va être de cette forme-là en fait. Donc h égale bon, 1 moins x carré h0 sur 1 plus jx sur q moins x carré. Hein? Donc on a ce fameux réjecteur de bande. On trouve aussi un déphaseur dans les filtres un peu particuliers. Donc on a le déphaseur qui va s'écrire 1 moins jx sur 1 plus jx. Donc on remarque que le module de ce filtre en fait, ne change pas en fonction de la fréquence. Par contre, ce qui va changer, c'est sa phase. Si vous prenez ici la phase de H, vous voyez qu'elle évolue en fait. Hein. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez des basses fréquences, alors ça vaut 1, parce que là, vous avez négligé ça. Donc, la phase, a priori, va valoir 0. La phase vaut 0. Par contre, ce filtre à haute fréquence va valoir moins 1. Donc là, vous avez fait bouger votre phase de 0 à pi. Ok, donc là, bon, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ces filtres. Alors, passons tout de suite à l'exemple. L'exemple sur lequel on va pouvoir fixer les idées. L'exemple qu'on va étudier est un exemple du premier ordre. Je vous le dis tout de suite, mais on va le prouver. Donc là, l'objectif, en fait, ici, c'est de rattacher ce circuit, donc il va être notre filtre. Là, on remarque le quadripôle, hein, donc la tension d'entrée et la tension de sortie. L'objectif va être de relier ce filtre à une des fonctions de transfert qu'on a écrites juste avant. Donc comment on peut procéder? Bon, déjà, ce qu'on peut faire, c'est mettre la masse arbitrairement ici, comme ça, bon, ça nous donne que ici, la tension de ce filtre, c'est E. Donc d'une certaine façon, là, on a écrit une maille dans laquelle on va pouvoir faire la loi des mailles, on va pouvoir sommer les tensions. Donc ici, si on a placé la masse en bas, on pourra négliger l'intensité sur cette branche. On peut dire que ici, donc la mesure des tensions, ici permettrait de trouver le fit expérimentalement. Nous, on va essayer de le trouver par le calcul. Donc là, on a deux méthodes. On peut commencer par faire ici les lois de Kirchhoff. Donc, commençons tout simplement par écrire. Donc, ici que la tension E est égale à la somme de la tension S et de la tension ici qu'on pourrait noter UR. Donc E égale S plus UR, mais également l'intensité I qui traverse ici, hein, c'est la même dans la résistance et dans le condensateur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On pourrait écrire que l'intensité ici, à savoir UR sur R, hein, cette intensité, finalement, elle est égale à quoi? Elle est égale à l'intensité qui traverse le condensateur. Et on sait que l'intensité qui traverse un condensateur, c'est dUC sur dt, donc ici, la tension aux bornes du condensateur, c'est bien S. Donc on a ces deux équations qui sont vérifiées. Donc à partir de ces deux équations, on va essayer de résoudre. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? On voit que là, en remplaçant UR dans cette expression, on tombe bien sur S plus RC ds sur dt. Là, si on passe en complexe, donc, on va quitter le temporel, on va utiliser l'impédance complexe. Donc là, on reconnaît ici, donc l'impédance du condensateur, ce qui nous donne E qui va être égal à S facteur de 1 plus une dérivation
je fais sortir j oméga. Donc ici, j'ai j oméga RC. Hein. Autrement dit, qu'est-ce que je trouve comme fonction de transfert? Grand H va être égal à, donc ici, je vais le réécrire, S sur E, et ça, c'est égal à quoi? 1 sur 1 plus J oméga RC. Alors, à quoi ça ressemble? Donc là, je regarde mes fonctions, de transfert, hein, et je vais chercher à savoir à laquelle je me réfère. Alors, 1 plus J oméga RC, bon, ce sera forcément un premier ordre. Hein. Vous voyez bien que là, il n'y a pas de x carré. Donc ici, ça ressemblerait plutôt à un passe-bas. Bon, alors je vais essayer de fixer les grandeurs. Ici, je vais essayer de faire apparaître x dans mon expression. Donc là, je remarque que ça doit être égal à x. Donc je vais poser x égale oméga RC. Or, x doit être égal à oméga sur oméga 0. Donc qu'est-ce que je trouve finalement? Bah, j'ai accès à oméga 0. Voilà. Oméga 0 est égal à 1 sur RC. 1 sur RC, bon, on connaît la décharge du condensateur, on sait que le temps caractéristique tau est égal à RC. On se rend compte que là, c'est bien homogène à l'inverse d'un temps. Donc ces expressions sont justes. Donc là, on a ça comme expression. Et donc qu'est-ce qu'on peut écrire finalement? Bah, finalement, on peut écrire H. On peut écrire H égale à 1 sur 1 plus Jx. Donc ça nous donne bien l'expression de type passe-bas du premier ordre. Alors, bon, une autre façon éventuellement de retrouver tout ça, une autre façon de retrouver cette expression pour H aurait été d'utiliser directement un pont diviseur et les impédances complexes. Donc qu'est-ce qu'on aurait eu si on avait fait ça? On aurait eu que E, facteur de ZC sur ZC, donc là bon, en complexe, hein. E facteur de ZC plus ZR, ça c'était égal à la tension S. Ça c'est ce qu'il y a de plus rapide. Dans la pratique, on fera plutôt comme ça. C'est pour ça que je détaille un tout petit peu. Donc ici ZC, ça va être du 1 sur J oméga. Bon là je vais multiplier tout par l'admittance. Donc ça va me faire ici. Donc là, je me rends compte que je retrouve la fonction h en fait. H égale S sur E. Ça va être égal à quoi? Ça va être 1 sur 1 plus YC ZR. Et là, YC ZR, je retombe bien sur J oméga C, donc qui est l'admittance du condensateur. Et puis l'impédance de R, c'est bien R. Donc là, j'ai bien montré en fait la même chose. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a cette fonction de transfert? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il va falloir l'étudier. On va regarder les caractéristiques asymptotiques de cette fonction. Alors, qu'est-ce qu'une analyse asymptotique? En fait, c'est ce qu'on fait depuis le début. C'est-à-dire qu'on va prendre x. On va prendre x. Et ce x, donc il va représenter notre pulsation. On va le faire tendre vers 0. Et on va le faire tendre vers l'infini. Et puis on va regarder le comportement de notre filtre. Donc ici, on va reprendre la fonction de transfert. Donc je la note dans un coin. Donc on va reprendre cette fonction de transfert et on va voir son comportement. Donc quand x tend vers 0, ici, je remarque que h tend vers 1. Donc ça, on va dire que on est dans le domaine passant. Voilà, bon là, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma tension de sortie, c'est ma tension d'entrée. Donc là, je suis vraiment dans ce que j'appelle le domaine passant. Je n'ai pas d'amplification, mais je ne diminue pas l'amplitude de mes modes de fréquence. Hein. Donc voilà, le domaine passant. Et ici, quand x tend vers l'infini, je me rends compte que ici, ma fonction h
elle est équivalente à une fonction 1 sur jx, et ça tend, donc là je vais prendre mon module, 1 sur jx, ça tend vers 0, bien sûr, hein, quand x tend vers l'infini. Donc là ici, je peux dire que le filtre coupe. Donc on ne va pas dire le domaine coupant, on peut dire, on formule la phrase autrement. Donc le filtre coupe. Alors est-ce qu'on n'aurait pas pu le deviner tout de suite? Si. Si on prend ici notre circuit, de quoi on se rend compte? Bon, on se rend compte que ici, si je mets une tension sinusoïdale qui a une fréquence très élevée, mon condensateur, comment il va se comporter? Donc, très élevé, bon, je vais faire ce cas en premier. Mon condensateur, comment il se comporte quand x tend vers plus infini, donc quand la fréquence est très grande? On sait que le condensateur, à très haute fréquence, se comporte comme un fil. Donc, s'il se comporte comme un fil, alors, S tend bien vers 0. Donc là, je suis fidèle à ma définition. Donc, du coup, on pouvait déjà prévoir en fait, comment ça allait se passer pour ce domaine-là. Vérifions que c'est bien la même chose pour le premier domaine, le domaine à basse fréquence. Si mon filtre ici, mon condensateur est soumis à une tension sinusoïdale de très faible fréquence, alors mon condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, donc par définition. Et donc là, du coup, S, il va tendre vers E. Il tend vers E parce que quand vous ouvrez le circuit, c'est là que vous allez avoir la plus grande différence de potentiel, la résistance. Il n'y aura aucune intensité qui va traverser dedans, donc on va avoir UR égale 0, et on va retrouver E égale S. Donc je vais vous présenter le dernier outil qui va être fondamental dans l'étude des filtres, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Donc le diagramme de Bode, c'est uniquement un graphique qui va nous permettre de représenter ici le gain en décibels. Donc le gain en décibels de notre fonction de transfert. Donc on va calculer en faisant l'expression 20 logarithme décimal du module de h. En fonction de quoi? En fonction du logarithme de x. Donc ce sera un diagramme logarithmique. Donc faisons tout de suite l'étude sur notre exemple. Donc sur notre exemple, qu'est-ce qu'on avait comme fonction de transfert? Alors on avait h qui était égal à 1 sur 1 plus jx. On va essayer de tracer le diagramme de Bode de cette fonction de transfert en se rappelant de l'expression de x qu'on avait tout à l'heure, oméga sur oméga 0 avec oméga 0 égale 1 sur RC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de calculer le gain en décibels. Le gain en décibels donc, de notre fonction h, donc du module de notre fonction de transfert, c'est égal à quoi? Bon, donc c'est 20 log du module de h. Le module de h, que vaut-il? Donc ici, on a un réel divisé par un nombre complexe. Donc, le module du numérateur, ça va être 1. Je vais le diviser par le module du dénominateur. Ici, j'ai 1 plus x au carré. Donc, je vais essayer de tracer le log de cette fonction. Donc, voilà mon gain. Donc, je vais commencer par faire deux hypothèses. Donc, l'hypothèse... Je vais commencer par faire l'hypothèse basse fréquence, que je vais noter BF. Qu'est-ce qu'elle me dit l'hypothèse basse fréquence? Elle me dit que je peux négliger le x carré devant 1. Donc, qu'est-ce que j'écris? Ici, mon gain en décibels, donc à basse fréquence. À quoi va-t-il être égal? 20 log de 1 finalement. 20 log de 1, vu que ici j'ai négligé x au carré. Donc du coup, ici, mon gain est nul. Donc, première expression. Donc, c'est valable uniquement dans le cadre de notre étude ici, ou d'une certaine grandeur. Donc là, ici, mon gain est nul. Donc, je vais faire la deuxième hypothèse qui va me permettre de tracer mon diagramme de Bode. Cette deuxième hypothèse, je pense que vous l'aurez deviné, ce sera l'hypothèse haute fréquence. Donc, l'hypothèse haute fréquence, ici, va donner 1 en fait négligeable devant x au carré. Donc ici, quand j'écris mon gain, donc là vous voyez que ce ne sera pas nul. Là ça va même dépendre de x. Ce qui est important, c'est qu'on trouve bien une dépendance ici en x. Donc racine de 1 plus x carré, je néglige 1 devant x carré. Je tombe donc sur une expression en log de 1 sur x. Donc je peux écrire ça
moins 20 log de x en exploitant les propriétés du logarithme. D'accord? Bon, bah là, on a déjà deux expressions qui vont nous permettre de tracer des asymptotes. Donc, allons-y. Traçons ces asymptotes. Donc, si je dois faire mon diagramme de Bode, je vais commencer à mettre ici, donc comme prévu, le gain en ordonnée. Et puis ici, l'axe des x. Donc ici, je vais poser x égale 1 au milieu. Là, par exemple, 10, 100, 1000. Et là, inversement. Donc c'est important la façon dont on fait le diagramme. Faut respecter toujours l'échelle logarithmique, sinon on a quelque chose qui va vite être aberrant. Là ici par exemple, moins 20, moins 40, moins 60. Donc là je me réfère à ce que je vois là-bas, il y a un facteur moins 20. Bon, alors, je vais placer déjà des points. Si je me mets un facteur x, donc ma valeur x, si je la mets à 10 puissance 3, ça veut dire que je suis à 1000 fois la pulsation propre. A priori, je suis déjà dans un domaine qui est assez loin du domaine central. Donc, je suis à 10 puissance 3, je vais pouvoir très bien appliquer ici un négligeable devant 10 puissance 3 au carré. Donc, du coup, je vais me placer dans l'hypothèse haute fréquence, ici, moins 20 log de x. X est égal à 10 puissance 3, log de x est égal à 3. Donc ici, j'ai un point qui va être caractérisé par les coordonnées 10 puissance 3 moins 60. Donc du coup, mon premier point est ici. Voilà, premier point du diagramme de Bode. Quel est l'autre point que je peux avoir facilement? À basse fréquence, je vois que le gain est nul. Bon, basse fréquence, a priori, c'est par là. Donc finalement, j'ai tous ces points aussi qui sont atteints. Donc là, j'ai des points. Bon, là, j'ai un premier point à 10 puissance 3. Je vais essayer d'en placer un à 10 puissance 2, ici. Donc ça me donne quoi? Si j'applique moins 20 fois 2, encore une fois, bon, on comprend vite hein, la forme du diagramme. Ça donne quelque chose comme ça. Donc finalement, avec quoi on se retrouve? On se retrouve avec deux asymptotes, celle-ci et celle-ci. Hein, donc là, superposée avec l'axe. Je la mets un tout petit peu en évidence, mais elle est superposée sur l'axe. Et donc finalement, quand je vais tracer mon diagramme, bah, il va me manquer un point, c'est celui au milieu, celui qui va me déterminer en fait la forme de la fonction. Hein. Et donc du coup, où est-ce que je vais me placer? Je vais me placer à x égale 1. À x égale 1, bah, je vais pouvoir avoir le point qui est sur l'axe des ordonnées. Donc ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 20 log de 1 sur racine de 2. Par les propriétés du logarithme, j'en déduis que ça fait 10 log de 2. Enfin, moins 10 log de 2. Donc, avec log de 2 qui va être égal à peu près à 0,3, j'en déduis que je suis à moins 3 ici. Moins 3 et que ce point est vraisemblablement atteint par la fonction. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai deux asymptotes et là, j'ai le point au milieu. Donc il ne me reste qu'à tracer la courbe et j'aurai mon diagramme de Bode. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Bon, les caractéristiques principales ici. Je remarque ici que j'ai un différentiel donc, de moins 20 dB par, donc moins 20 décibels par décade. Donc une décade, c'est quand je multiplie ou je divise par 10 ma fréquence. Hein. Là, ici, j'ai moins 20 dB par décade au niveau de la pente qui va caractériser un filtre d'ordre 1. Donc, sauf pour le passeband, vous aurez moins 20 dB par décade de chaque côté. Donc je vous laisse tracer les autres diagrammes de Bode. Moi, je vous ai donné un exemple. Mais maintenant, c'est à vous d'essayer de tracer le diagramme de Bode pour toutes les fonctions standardisées dont on a parlé tout à l'heure. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, que vous allez pouvoir mettre en application rapidement tout ce que vous savez maintenant sur les filtres. C'est un domaine très important et ça nécessite de vous entraîner parce que c'est assez calculatoire, mais l'étude des diagrammes de Bode va vous permettre de tirer vraiment toutes les caractéristiques de ces objets. Merci.